On se relayait pour monter la garde avec un fusil à pompe. J'avais jamais tenu de fusil à pompe, je savais même pas comment on tire avec ça. Bon, j'en ai une petite idée, je crois qu'il y a une gâchette et tout, mais on montait la garde. En fait, on avait des tours de garde parce que il y avait des paramilitaires qui traînaient dans cette région. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien? Alors aujourd'hui c'est un épisode bonus parce que cette fois on part pas dans un pays, mais on part dans plusieurs pays parce que j'ai eu la chance de rencontrer Gab qui s'est baladé pendant 4 ans en Amérique du Sud et il va nous raconter un petit peu son voyage, ses trajets, ce qu'il a fait, ses découvertes, ses aventures et la différence entre les pays. Bonjour Gab. Salut Béranger. Buenos dias. Ouais, buenos dias. Tout le monde parle espagnol là-bas. Tout le monde parle espagnol sauf au Brésil. Sauf au Brésil, ouais. Où on parle portugais. Et au Belize où on parle anglais. Ok, et sinon partout, on parle espagnol. On avec l'espagnol. Ouais. Tu savais parler espagnol avant de partir ? Alors j'avais le niveau qu'on a quand on sort du collège et qu'on n'en a pas grand chose à faire des cours d'espagnol. Donc j'avais vraiment la base grammaticale, mais en étant en immersion directe dès le début, j'ai appris en un mois. C'était assez. C'est pas une langue qui est très très difficile à apprendre. Ok, donc un petit niveau et on peut partir. Oui. Moi j'ai aucun niveau. Est-ce que c'est conseillé de partir comme ça ou c'est bien de travailler quelques mois avant si je veux y aller? Je pense que tu peux partir comme ça et ça pose pas de problème parce que tu peux apprendre sur le tas, ça sera juste plus compliqué. Mais si t'as la base un petit peu grammaticale de comment on conjugue un verbe, de comment on construit une phrase, quels sont les sujets, et comment on dit un adverbe, etc. Je pense que ça aide. C'est une bonne base. Mais c'est pas très difficile. Et en vrai, surtout l'espagnol, une langue, c'est une langue latine, donc c'est très simple à apprendre pour les Français. Ouais. Et il y a tout plein de petits bouquins très faciles où ils te disent vraiment les bases et après, c'est à la débrouille, quoi. Ok. Alors, on va commencer par le début de ton voyage. Toi, tu es arrivé au Pérou. Oui. Donc, quand tu avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, ouais. Raconte-nous l'arrivée au Pérou. Du coup, c'était la première fois, t'as pris un avion, t'arrives et t'es au Pérou. À Lima, ouais. Donc la capitale la plus haute au monde. Alors, la capitale la plus haute au monde, c'est La Paz, il me semble. Ah oui, de Bolivie, pardon. Oui. Pérou, bon, alors les deux pays ont beaucoup de points communs, mais ils sont quand même pas mal différents. Moi, j'ai pas vécu à Lima. J'habitais à Tacna, qui est une toute petite ville. Tout étant relatif, les petites villes dans ce genre de pays sont quand même assez grandes, mais qui est tout à la frontière avec le Chili, dans le désert d'Atacama. Au sud, alors. Ouais. Ok, donc raconte qu'est-ce que t'as été faire au Pérou, donc à 16 ans. Qu'est-ce que t'as été faire là-bas? Alors, avec le recul, c'est assez dur à définir parce que je suis allé un petit peu sur un coup de tête, une impulsion. Il y a le Rotary, pour ceux qui connaissent pas, qui est une sorte de Lions Club un petit peu, qui organise des sortes d'échanges comme ça, qui durent 1 an, entre différentes, entre familles. Donc on va dans une autre famille et nos parents reçoivent un autre jeune qui vient d'autre part. On peut être parrainé par eux pour faire un truc comme ça, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir des relativement bons résultats à l'école pour pas être en décrochage au retour. Et puis c'est bon. Ma mère m'avait parlé de l'existence de ce truc-là, et moi, j'avais toujours été passionné par l'idée du voyage parce que mon père voyageait beaucoup et me racontait tout plein d'histoires, tout plein d'anecdotes et tout. C'était un petit peu dans ma tête, c'était un petit peu Indiana Jones, mon père. Et j'avais un petit peu envie d'avoir mon lot de ça. Donc j'ai dit oui, ok, j'y vais. Un peu à l'aveugle parce que je me rendais pas compte de ce que ça fait à 16 ans de vivre 1 an dans une famille d'accueil dans ce genre de pays. Et là, t'es arrivé à 16 ans, tout seul, ouais. au Pérou. Ouais. J'ai autant dire que j'en parle avec le sourire là, mais je rigolais pas en fait à l'époque. Ouais, à l'arrivée. Ouais. En fait, c'est assez rigolo parce que ça a défini toute ma vie cette première année. À la base, il fallait faire une liste de 3 choix de pays. Moi, j'avais choisi. Et c'est fou parce que je le ferais plus du tout aujourd'hui, mais j'avais choisi en premier États-Unis, en deuxième c'était Nouvelle-Zélande, en troisième il fallait une autre langue, donc j'ai mis Pérou, mais juste parce que j'aimais bien les Incas et j'aimais bien leur style et juste je pensais pas du tout finir là-bas, et quand on m'a annoncé que j'allais au Pérou, j'ai pleuré. Ouais, sans rien connaître, t'avais mis Pérou. Ouais, j'avais absolument pas envie d'y aller. En fait, je m'étais retrouvé embarqué dans le truc et il y avait un côté un peu grisant aussi au fait de sauter dans l'inconnu et tout. Donc j'étais dans une sorte d'entre-deux. Et ouais, j'ai débarqué
débarqué à Tacna, qui est quand même une ville très très différente de tout ce que j'avais pu connaître avant. Cours en espagnol, que des collègues espagnols. Cours en espagnol. J'étais à la même enseigne que les élèves locaux. Là-bas, ça s'appelle le colegio, mais en fait, c'est l'équivalent du lycée. Donc j'avais un uniforme, etc. Et je vivais dans une famille péruvienne. Et pas de copains français, copines françaises? Il y avait une jeune américaine qui était là. Il y avait un jeune canadien et une belge flamande qui faisait partie du même programme en fait et qui on étudiait ensemble dans le même lycée, mais eux étaient dans d'autres familles. Et tu disais que c'était dur de s'intégrer au tout début, mais ça a vite changé ça? Genre très rapidement t'avais tes potes et puis tu te sentais chez toi, ou ça a duré quelques mois avant que t'aies plus envie de rentrer à la maison? Disons que ça a duré. Il y avait 2 semaines, les 2 premières semaines qui étaient quand même très bizarres. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est l'objectif en fait de tout ça? Parce que je pourrais très bien être avec mes copains au lycée en France comme tout le monde. Et qu'est-ce que je fous là en fait? Quel est le véritable intérêt? Et puis petit à petit en fait j'ai connu des gens et des gens de mon collège. Et c'est vite devenu des amis très proches. Et puis les gens là-bas sont très très accueillants. Donc et très curieux aussi, donc en fait ça entraîne beaucoup de conversations, beaucoup de questions, etc. Ils m'ont vraiment intégré dans leur vie. Et puis je sais pas, je crois que dès le 3e jour, j'allais jouer à Counter-Strike dans un cybercafé avec 3-4 Péruviens. J'étais pas malheureux. J'étais très bien, ouais. Très rapidement, t'étais péruvien, quoi. Ouais. Bah alors je me suis jamais vraiment senti péruvien, mais tu te sentais à l'aise. Mais j'étais très à l'aise, ouais. Les gens là-bas ont tendance à vraiment te faire sentir à l'aise, quoi. Ok, donc t'es rentré en France à 17 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après? T'es parti en cacahuète et t'as eu envie de revenir? Tu t'es dit, maintenant je vais aller faire ma vie là-bas, je vais faire des années en plus là-bas? Je suis parti en cacahuète, oui, quand je suis revenu, mes parents étaient un petit peu déboussolés et je pense qu'ils se sont demandé pourquoi on envoyait notre fils faire ça. C'est que moi qui me voyais une carrière toute tracée, je voulais faire Sciences Po, je voulais faire l'ENA et tout, là je voulais m'être président de la République pour dire. Et je reviens, je fume du cannabis, je porte des sarouels et je décide de faire des études de cinéma parce que quand je rentre, il me reste encore la terminale à faire et j'ai plus du tout envie de faire Sciences Po, je veux faire du cinéma parce que j'ai rencontré des cinéastes là-bas, tout un cercle de cinéastes, de poètes, etc. avec qui je m'étais très bien entendu, qui étaient plus âgés que moi. Et je suis rentré en voulant faire ça et ça a un petit peu mis un coup de pied dans tout ce que mes parents avaient prévu pour moi, bien que mes parents n'ont jamais prévu quoi que ce soit pour moi, mais donc avant c'était politique, ensuite c'était artistique. C'est ça. Ok. Ouais. C'est ce que t'as fait alors? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac. J'ai fait des études de cinéma à Paris. J'ai fait qu'1 an. Parce que pour diverses raisons, j'avais pas forcément envie de continuer. C'était un peu une colo qui était assez chère et qui n'avait pas une grande importance sur le CV au final. Et puis c'est un milieu, le cinéma, qui au final m'a donné moins envie parce que pour raconter une histoire, moi ce que je voulais vraiment faire, c'était raconter des histoires. C'est quand même très compliqué, il faut une équipe, il faut des financements, etc. Et moi, pour le genre d'histoire que je voulais raconter, il fallait un budget faramineux. Et je suis pas très travail d'équipe, donc non, j'ai dit non, je vais faire 1 an, ça ira. Et ensuite, du coup, tu es reparti. Et ensuite, Sciences Po. Je me suis dit, je vais faire Sciences Po. Finalement. Parce que ça fait bien sur le CV, mais aussi parce que j'avais vu que en 2e année, on peut partir 1 an à l'étranger. Ok. Et ça, c'était la carotte. La carotte après laquelle je courais. Et après le Pérou, c'était évident de retourner en Amérique du Sud? Ouais. Et alors là, t'as été où? Je suis allé, en 2e année de Sciences Po, je suis allé à Bogota. Okay. Pour une toute autre expérience, là, pour le coup. Bogota, en Colombie. Donc Colombie, qui est la capitale. Qui fait 2 fois la taille de la France. Qui fait 2 fois la taille de la France, ouais. À peu près, si ce n'est 2 fois et demi. Oh, c'est grand. C'est très grand, la Colombie, ouais. Et ça, c'est pas dangereux parce que, genre, Colombie, t'avais quel âge, là? Oula. Moi, je devais avoir 20 ans, je pense. Ok. 20 ans, Colombie, je sais plus dans quel classement, mais on met Bogota comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Tes parents, ils ont pas eu peur, ils ont pas dit interdit. Toi, t'as été là-bas et ça s'est bien passé? Mes parents ont eu peur.
Mes parents ont toujours eu peur. Ouais. Ce qui est normal, je pense, quand parents. on voit la prunelle de tes yeux valdinguer de l'autre côté de l'océan dans des pays avec un haut taux de criminalité. Mes parents ils avaient peur, mais disons qu'ils ont jamais m'ont jamais restreint dans ce que j'avais envie de faire, et puis ils étaient inquiets, mais ils avaient juste envie que je fasse ce que j'avais envie de faire, quoi. Okay. Ils mettaient aucune barrière, donc c'était juste fais très attention à toi, et puis à dans un an, quoi. Donc échange d'un an en Colombie. Ouais. Raconte-nous la Colombie. Comment c'est d'arriver en Colombie, parce que du coup t'avais un peu le Pérou, mais je pense que c'est pas le même monde quand même. C'est pas pareil. Ouais. Non, c'est pas du tout pareil, même culturellement, c'est pas du tout la même culture. Au niveau des ressources naturelles, ça y ressemble un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de la jungle, il y a du désert, il y a de la montagne. On a les Andes aussi en Colombie. C'était surtout très très différent pour moi parce que c'était pas le même contexte. J'étais pas dans une famille d'accueil. Il y avait personne pour me surveiller. Et j'étais avec deux amis de Sciences Po. Qui sont encore de très bons potes encore aujourd'hui, hein, et qui vivaient aussi à Bogota, et disons que c'était un peu plus funky comme expérience. C'était un peu moins sage, voilà. Alors, raconte l'année en Colombie. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, genre touristiquement parlant, et même des petites aventures. Je sais que t'as plein d'aventures que t'as pu faire là-bas. Raconte. Bah à la base, moi, la Colombie, disons que ça faisait partie du cursus de Sciences Po. Ouais. Ce qui fait qu'en fait je devais étudier. Donc j'étais à l'université de Los Andes. C'est une université très 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 riche qui est vraiment au cœur de Bogota. C'est comment Bogota? C'est très buzzy. Il y a du bruit de partout, il y a des gens de partout. Ouais. C'est une grosse ville. C'est un peu similaire aux grandes villes africaines, en fait. C'est une ville qui vit sa vie. C'est pas la plus belle ville de Colombie, parce que ça reste assez plat, assez gris. C'est en altitude. Ça c'est un truc que j'avais pas du tout pris en compte, mais effectivement c'est en altitude, donc pour la respiration, etc. Tu le sens? Ouais, tu le sens. Tu le sens. Combien? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être à 1300, 1400. Ah ouais, et tu sens la peut-être différence? un peu plus, ouais. Ok. Ouais. Bah au quotidien, on sent un petit peu la différence, et puis après bon, on s'y fait. Mais c'est une ville super, et les Colombiens sont géniaux. Moi, j'étais à l'université, disons que l'université, on y allait, mais on n'était pas les plus appliqués qui soient. On se découvrait un petit peu à l'étranger, donc c'était aussi tous les à côté qui nous retenaient beaucoup plus que les cours, quoi. Et puis bon. C'est quoi les à côté en Colombie? Les à côté, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête, c'est l'apéro, c'est le voyage. Dès qu'on a un petit moment, on voyage. C'est un pays qui est super pour voyager, qui est incroyable. C'est une mosaïque de différents paysages, différentes cultures et tout, donc. C'est facile de voyager parce que ça a l'air petit vu d'ici, mais si c'est 2 fois la taille de la France, d'aller d'un bout à l'autre, c'est long, non? C'est très facile de voyager parce que il y a un réseau et ça c'est dans presque toute l'Amérique latine. Il y a un réseau de bus qui est au top. Vraiment, il y a des bus entre toutes les grosses villes, entre tous les villages, partout, où il y a à chaque fois une dizaine de compagnies. Et des trucs propres, des trucs vachement bien. T'arrives à la gare routière, ils ont leur stand, chaque compagnie, t'achètes ton billet, c'est pas très cher, il y a jamais de panne, les bus sont super bien. Donc c'était facile en termes d'organisation de voyager. Okay. Si on voulait rejoindre ça nous arrivait des fois de pointer du doigt sur la carte un village au hasard et dire bah on aime bien la sonorité de son nom à ce village, venez on va y passer le week-end, et puis on va jouer au billard avec les vieux du village, quoi. Et puis c'était très facile à faire parce que tu arrives à une ville, même sans réserver quoi que ce soit avant, t'arrives à une ville, t'es à la gare routière, tu sais bah comment je fais pour rejoindre tel village, comment je fais pour... Et ouais, tout est bien fait pour pouvoir se balader en Colombie. Et t'arrives au village, il y a des hôtels où tu peux être posé, de différentes qualités, partout. Non, dans les petits, alors il y a beaucoup d'auberges de jeunesse un petit peu partout.
Des auberges de jeunesse, il y en a vraiment pas mal, ou des petits hôtels qui payent pas de mine. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, donc ça nous arrivait, c'est vrai, de débarquer avec les copains et de plus avoir un rond et de dormir dans des maisons de passe ou dans des trucs comme ça. Ouais. Enfin, on allait au moins cher. Okay. Mais en fait, tu trouves très facilement où dormir si t'es pas trop regardant sur l'hygiène des fois. On parle de combien pour une nuit? Ouais. Je dirais pour une auberge de jeunesse, c'est le prix de l'époque, hein, parce que maintenant ça commence un petit peu à dater. Ouais. Si je me souviens bien, une nuit, ça coûtait moins de 10 euros, quoi. Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup? 6-7 euros. 7 ans? C'était il y a 7 ans, ouais. Ok. Ouais. Donc tu peux sortir, pour ça, tu peux dormir pour 7 euros. Et il y a des choses à faire, parce que je te pose cette question sur même les prix et sur la qualité des hôtels, parce qu'à Madagascar, où on a vécu tous les deux, si jamais on va dans une ville complètement paumée, bon, d'une, on n'est pas sûr d'avoir des logements. De deux, si on en a, bon, il y a beaucoup de cafards sur les lits, je pense. Et de trois, il y a rien à faire dans les villes selon les villages. Là, tous les villages, t'es assuré d'avoir une petite ambiance ou quelque chose à faire? La grosse différence avec Madagascar, c'est que et je pense que la barrière de la langue joue beaucoup. Moi, j'ai jamais été très appliqué dans mon apprentissage du malgache. Disons qu'à partir du moment où tu parles espagnol, c'est ça qui est très intéressant au Pérou, en Amérique latine, c'est que où que tu ailles, même si c'est un petit village où il y a vraiment pas grand chose à faire, comme dans la plupart des petits villages, tu discutes avec les gens. Nous on aimait là-bas, ils sont très billards. On aimait bien, par exemple, aller jouer avec les. Là-bas, c'est des cow-boys un petit peu dans la campagne. Ils sont avec leur chapeau de cow-boy. Ils jouent au billard. Et puis on aimait bien se taper l'incruste en fait et leur dire est-ce qu'on peut faire une partie et tout. Ils nous payaient des verres et tout. En fait, c'était très facile de trouver à faire et à s'amuser parce que on se sentait pas isolé en fait quand on arrivait dans un village. C'est que les gens étaient très avenants. Ils disaient vous faites quoi ici? Venez manger chez moi et tout. Non. Enfin, c'était très. Tu trouves des trucs à faire très facilement, quoi. Ok, il y a des activités rigolotes. Comment on dit gringos, c'est ça? Gringos. Alors gringos, c'est rigolo parce qu'on a tendance à considérer qu'on dit ça pour tous les blancs. Ouais. Gringos à la base, alors ça s'est répandu. Ça veut dire dans le sens où ils utilisent gringos des fois de manière générale pour dire un blanc, un européen, un américain. Mais gringo à la base, c'est vraiment les Américains. Du Nord. Ouais, les États-Unis. Et pour l'anecdote, ce terme-là, il vient de la guerre qu'il y a eu entre les États-Unis et le Mexique, quand ils ont voulu récupérer des territoires. Et les soldats américains avaient des treillis verts. Et les soldats mexicains leur disaient qui avaient pas un niveau d'anglais très important, leur disaient gringo, genre les verts, allez-vous-en quoi. Il les surnommait les verts. C'est ça l'origine, gringo. Ouais. Ok. Et bon, maintenant ça veut dire ça veut plus dire américain, c'est plus états-unien. Mais c'est un terme général. Après, ça dépend vraiment des pays. C'est toujours différent. Ouais. Toujours différent. Vous disiez quoi quand vous arrivez? Vous faites quoi? Comment on dit en espagnol? Vous faites quoi les étrangers là? C'est marrant parce que j'arrive pas à avoir de mots. J'ai l'impression qu'ils en avaient pas vraiment en fait. Okay. Ils nous catégorisaient pas comme un truc à part. C'était juste, ils nous parlaient directement. On n'était pas des extraterrestres. Ils nous appelaient pas trop gringo. En plus gringo c'est un peu péjoratif quand même. Ouais, chez eux ça l'est. Ouais, c'est un petit peu péjoratif. C'est peut-être lié aux origines du mot aussi, qui est pas né dans le meilleur des contextes. Ouais, gringo. Okay. Mais non, je sais qu'au Mexique ils disent beaucoup güero. Un güero c'est quelqu'un qui est blanc, mais après il y a des Mexicains qui sont blancs. C'est pareil, c'est des güeros. Donc pas beaucoup de mots, ou alors extranjero. Étranger. Ouais. Mais les gens vous disent pas ça dans la rue. Non. Okay. Non, mais quand ils parlent de nous, ils disent voilà, j'ai rencontré 2 étrangers, voilà. Oui, enfin, mais c'est comme en France où on n'appelle pas les gens par leur, on dit pas baza ou étranger, non. Des choses comme ça. Non. Ok. Donc ça, voilà, on peut se balader comme ça en Colombie. C'est chouette à savoir parce que moi, je me suis jamais trop intéressé en Amérique du Sud et je savais pas qu'on peut bien se balader. Et c'est pas dangereux du coup la Colombie parce qu'on entend des histoires de cartels et de ce genre de choses. Il y a même, je crois, des régions qu'on peut pas traverser par la route en Colombie, non? Ouais, on peut pas. Ouais. Donc si jamais on va aller du Brésil à Panama en stop, on peut pas passer par. Enfin, il y a des zones interdites. Il y a des zones qui sont interdites, de moins en moins, parce que la Colombie,
c'est plus du tout la même que il fut un temps où Pablo Escobar régnait en maître et où c'était franchement pas rigolo. Là, c'est un pays en fait qui pâtit d'une très mauvaise réputation par rapport au cartel et tout là. Qui est vrai? Qui est vrai. Enfin, je veux dire, les cartels existent. Il y a des guerrilleros, il y a des paramilitaires, etc. Il y a un vrai danger qui existe. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays qui est tout rose, mais c'est un pays qui souffre de sa réputation en fait, parce que tout ce truc des cartels, des narcotrafiquants, etc. Quand la série Narcos elle est sortie, les Colombiens n'étaient pas contents du tout. Ah ouais? T'étais pas là-bas toi quand c'est sorti? Si, j'étais là-bas quand la première saison est sortie. Ouais, j'étais même, je suis même allé sur le tournage en tant que figurant. Ouais. Ok. Et eux. Et en fait, ça ne leur a pas plu parce que, alors déjà, c'était une version revisitée par les Américains de leur histoire, avec laquelle ils n'étaient pas forcément d'accord. Et aussi parce que quelqu'un de lambda qui ne connaît pas la Colombie, va tout de suite penser à Narcos. Et en fait, ça renforce cette image de pays avec de l'insécurité, avec de la drogue, etc. Et eux, ils en veulent plus de ça, parce que c'est un pays qui est tellement plus que ça, en fait. Et pour répondre à la question, parce que je l'ai complètement oublié, mais quand tu me disais de zones qu'on peut pas traverser, il y a effectivement des zones qu'il faut clairement éviter, ouais, parce qu'il y a des groupes de guerrilleros qui traînent là. C'est surtout, si je me souviens bien, au nord. Tu peux pas passer au Panama depuis la Colombie, parce que c'est une zone de jungle où évidemment il y a tout le transit de la cocaïne. Et non, faut franchement pas aller là-bas. Ok, donc vraiment le nord, on peut pas aller au Panama par la route. Ça, c'est impossible du coup. Alors disons que c'est envisageable, c'est pas une bonne idée. Ok. Voilà. Vous, quand vous faisiez vos petites virées, là, vous alliez pas vers cette région. Non, on n'allait pas. On n'allait pas très loin. On n'allait pas très loin, mais c'est vraiment un petit bout de terre où t'as pas, où c'est très déconseillé d'y aller. Après, pour l'insécurité en général, c'est vrai que en ville, c'est pas jojo non plus, quoi. C'est que t'as quand même une délinquance qui est assez forte, même très forte, selon les quartiers où tu te balades. Moi, je me suis fait emmerder un paquet de fois. Hein, ah ouais, à Bogota. Avec coups de couteau, raquettes, blablabla. Enfin. Paquet de fois, c'est quoi? C'est dès que tu sortais, c'est. Non, un paquet de fois, j'exagère peut-être. Je me suis fait racketter 6 fois à Bogota. Okay. Parce que tu faisais n'importe quoi? Parce que je faisais un petit peu n'importe quoi. C'est important comme détail. Voilà, ouais, mais parce que je marchais dans des rues où j'étais pas censé marcher, à des heures indues où j'étais pas censé être éveillé, dans des quartiers où tout le monde m'avait dit qu'il fallait pas y aller, quoi. Mais la journée, ça va. La journée, ça va. Okay. Je me suis fait racketter qu'une seule fois en journée, ça va. C'est quoi raquette? Genre ils prennent un couteau, ils disent tiens, donne-moi tes affaires et toi tu donnes ça? Ouais, il met son petit couteau derrière sa veste pour pas que les gens voient et il te fait clairement comprendre qu'il te plante vite fait si tu lui donnes pas ton téléphone, quoi. Et ça arrive dans la ville? Ça arrive dans la ville. Ouais. Cependant, je tiens à préciser que faut pas. Là, je diabolise, je parle d'un truc un peu chaud, mais c'est quand même très rare. Enfin, faut chercher un petit peu. Je vais pas partir dans les détails, mais je le cherchais un petit peu. Ouais. Donc voilà. On m'a dit à papa, maman, tout va bien, que je suis un peu fleur bleue et que tout est rose, tout est beau, tout est bien. Parlons un petit peu des risques. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va reparler du positif. Et le reste, alors, on peut sortir sans se faire agresser et on va vraiment bien s'amuser. Genre la musique. Je sais qu'il y a une culture musicale qui est folle là-bas. Ouais. Enfin, toi qui aimes la musique, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ouais. C'est vraiment chouette. Ils sont, en fait, c'est un peuple. Quand je dis un peuple, certains vont peut-être me taper dessus, mais je parle de manière générale de l'Amérique latine, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup de points communs là-dessus. C'est que c'est un peuple qui est très, et festif et créatif. Ils adorent jouer de la musique, ils adorent chanter, faire des poèmes, écrire des trucs et tout. Ils sont, c'est sans cesse en ébullition en fait. Une ville comme Bogota par exemple. Tu sors le soir, il y a 1000 choses à faire. 1000 choses à faire, puis il y a beaucoup, pour peu que tu t'intéresses un petit peu à la salsa et tout, en plus, là-bas, tout le monde c'est danse. le paradis, quoi, ouais. Ouais. Il y a de la musique partout, il y a de la nourriture de rue, partout, qui est très bonne et qui est hygiéniquement pas trop dangereuse. En fait, c'est un petit paradis, surtout quand t'arrives et que t'es jeune, et que tu découvres, c'est hyper intéressant comme ville, ouais. Okay, et puis il y a un truc qui est rigolo, nous ça nous avait déstabilisé, c'est que
dans les boîtes de nuit, les gens, personne ne danse seul en fait. Tu danses toujours à deux, sinon les gens te regardent bizarre. En fait, c'est pas normal de danser seul. Donc tu dois toujours danser à deux et pas forcément avec de la salsa, hein, même de la danse normale sur des sons de pop quoi. Tu danses à deux. C'est-à-dire ça, c'était un truc son pop, tu fais comment? Collé serré. Voilà. C'est vrai? Ouais. Tout le monde est en collé serré. Il y a Tout le personne monde- qui est tout ouais, seul ouais. en train de s'amuser. C'est rare, c'est très rare. Ouais, t'es beaucoup en collet serré, ouais. T'es Comment beaucoup tu en fais si tu connais personne? Bah t'apprends à connaître. Et s'il y a un pair de... Ça peut être homme-homme ou ça c'est pas très bien vu? Alors ça fait partie des pays où c'est compliqué. Hein. Ok. L'homosexualité, c'est pas la chose la plus appréciée. Au demeurant, personne te tapera parce que tu danses avec un pote. Hein, mais non, souvent c'est les garçons et les filles. Plus facilement des filles dansent entre elles que des mecs. Ouais. Mais généralement c'est un garçon et une fille. Et en fait il y a toute connotation, j'allais dire sexuelle, mais même de séduction, etc. Est un peu écartée parce que, et c'est ça qui est sympa, c'est que tu danses vraiment sans pression avec des gens en boîte. C'est que ça veut pas forcément dire je suis en train de te séduire, je suis en train d'essayer de te draguer, de te ramener chez moi. Non, c'est juste tu danses voilà pour le fun quoi. Okay. Donc t'invites enfin je dis filles parce que je suis un garçon, mais t'invites les filles à danser et puis vas-y, on danse sur quelques sons. Puis voilà quoi, tu discutes et puis tu t'amuses quoi. C'est pas la séduction alors, c'est comme une conversation qu'on pourrait avoir. Bon alors ça peut très vite devenir la séduction, hein, évidemment. On sait où le collet serré mène. Mais Ah ouais, il mène nous. bah, ça fait des enfants. Mais non, c'est pas nécessairement. Après moi j'allais beaucoup dans des soirées techno aussi, mais là pour le coup c'était vraiment de la techno comme en France. Hein, donc. Ah oui, ok. Donc là on ouais. est pas en collé serré. Non, là on est pas en collet techno. serré, on fait son truc de son côté et puis voilà. Je veux absolument que tu nous parles de ton histoire avec les petites têtes. Et ça, c'était en Colombie ou pas? C'était au Pérou, mais c'était quand j'habitais en Colombie. J'étais descendu en Amazonie. Est-ce qu'on rentre cette histoire dans la Colombie avant de passer à un autre pays? Oui, je pense que c'était vraiment une des expériences les plus marquantes que j'ai eues quand j'étais en Colombie. Eh ben c'est parti, allons-y. Alors raconte-nous cette histoire de petites têtes de poupées vaudou. C'est pas des poupées vaudou. En fait, c'est les têtes réduites Tête réduite. faites par les Indiens Jivaro, qui sont une ethnie qui est étendue entre si je dis pas de bêtises, le sud de la Colombie, l'Équateur et le nord du Pérou. Et en fait, moi j'étais descendu, j'ai toujours été fasciné par la jungle, mais genre vraiment fasciné, c'est un truc qui je sais pas pourquoi, m'a toujours donné envie et m'a en même temps fait peur et j'avais envie d'y aller. Il y avait un truc, je m'égare un petit peu peut-être, mais il y avait un truc qui moi m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit, c'était le film Apocalypse Now, où il remonte la rivière dans la jungle pendant une grosse partie du film. Et t'as une sorte d'ambiance un peu psychédélique, un peu pesante, très moite, où ils sont un peu shootés à la chaleur et qu'ils remontent dans la jungle sans savoir où ils vont. Moi, c'était un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, parce que j'aime beaucoup cette ambiance-là et cette sorte d'atmosphère de mystère qui émane de la jungle. Donc les lianes de partout. Ouais. Et puis surtout une végétation étouffante, en fait, où tu te sens pas chez toi, t'es pas le bienvenu dans la jungle, tu vois, c'est pas ton territoire, quoi. Et j'aime bien ça, c'est que aussi ça te remet vraiment à ta place en tant qu'humain. Tu te dis bon bah oui, se balader dans la jungle, c'est difficile. Et en gros, pour revenir à ce dont on parlait, moi j'ai choisi tous mes potes allaient ensemble autre part. Moi je me suis dit je vais en Amazonie, donc j'ai pris un avion pour aller au sud de la Colombie, qui est une ville qui s'appelle Leticia, c'est en plein milieu de l'Amazonie, sans programme. Je n'avais rien prévu, à vrai dire. Et en fait, j'ai pris un bateau de marchandises, un transport de marchandises, une sorte de vieux bateau à vapeur, comme dans les films. Et j'avais foutu mon hamac là avec pas mal de locaux, et puis on était descendu. C'était une descente de 2 ou 3 jours jusqu'à Iquitos, qui est une ville au Pérou. Ah, donc de Laetitia en Colombie, t'as pris un bateau. Ouais, sur l'Amazone. Ouais. Sur l'Amazone, qui allait au nord du Pérou. Ouais. On peut pas passer les frontières comme ça. On peut très facilement passer les frontières. Tu fais un tampon et puis c'est ça qui est intéressant aussi en Amérique latine, c'est que tu payes pas les visas, t'arrives dans un pays, ils te mettent un tampon, tu restes 3 mois et puis voilà quoi. Ok, nulle part tu payes les visas. Genre... Alors il y en a peut-être quelques-uns, mais alors j'en ai pas le souvenir, ou alors je les ai pas fait. Ok. Donc t'arrives au Pérou là, sur ta barque.
Donc au milieu de la forêt, le long de l'Amazone. Ouais. Et j'arrive à Iquitos, qui est une grosse ville, qui est un peu décriée pour son tourisme psychédélique, qui n'était pas sans m'intéresser, mais ça c'est une autre histoire. Mais j'arrive dans cette ville-là et juste je me balade au bord de l'Amazone le soir. Il y a quelques petites gargotes. Puis je vais boire une bière et je discute avec des gars qui sont là, des locaux quoi. Parce que la ville est le long de l'Amazone. Ouais, la ville est le long de l'Amazone, ouais. Et toi tu te balades comme ça Ouais, je me promène, ouais. Ok, trop chouette. Et tout seul, ouais. J'adorais cet endroit, il y avait vraiment un truc qui me plaisait. Et un des gars avec qui je discute dans cette gargote me dit être faire partie de l'ethnie Jivaro, dont j'avais déjà entendu parler parce que justement j'avais déjà entendu parler de cette histoire de tête réduite. Et il m'a dit mais si tu veux moi je vais voir mon père, là j'ai une pirogue à moteur, je vais aller voir mon père qui est dans un village bon c'est à 15 heures d'ici en pirogue mais dans un petit village, une communauté indigène mais qui est assez loin, donc moi j'y vais pour leur rapporter des trucs de la ville. Si tu veux je t'amène. Et ça la ville elle est dans la forêt. Genre il y a pas de route, la route c'est il y a une route je crois qui va jusqu'à Nauta il me semble. Qui est très bien, mais c'est très limité. En fait, disons que tous les petits villages, vraiment les communautés indigènes, ça il y en a vraiment beaucoup. Tu les rejoins par la rivière, parce que la rivière c'est l'autoroute de là-bas. En fait, c'est l'axe par lequel tout le monde passe. Donc toi, il t'a dit je t'emmène sur 15 heures de route et t'as dit vas-y, je suis chaud. J'ai dit vas-y, je suis chaud. C'était 15 heures jusqu'à un premier village et après on a continué pendant plusieurs jours. On campait dans la jungle le soir, on dormait en hamac, on pêchait des piranhas pour se nourrir. C'était vraiment cool et puis on s'entendait très bien. C'est là qu'il y avait des nuées de moustiques. C'est là qu'il y avait des nuées de moustiques, ouais, une sorte de bourdonnement arrivé vers 17h30, 18h qui monte de la jungle comme ça. Et c'est mortel, hein. Tu fais très bien les moustiques. Ouais, je sais. C'est là où il fallait que tu fasses attention à pas te faire repérer, c'est ça, la nuit, par des groupes armés. Alors ouais, fallait pas qu'on se fasse repérer parce que en fait on se relayait pour monter la garde avec un fusil à pompe. J'avais jamais tenu de fusil à pompe, je savais même pas comment on tire avec ça. Bon, j'en ai une petite idée, hein, je crois qu'il y a une gâchette et tout, hein, mais ouais, on montait la garde. En fait, on avait des tours de garde parce que il y avait des paramilitaires qui traînaient dans cette région. Des groupes qui basiquement non, de ce que j'ai compris non aujourd'hui, à l'époque c'était idéologique mais non aujourd'hui pas d'autre ambition que de foutre un peu le bazar. Donc ils attaquent les communautés indigènes pour enlever des enfants, etc. Et c'est un peu la plaie qu'il y avait dans ce coin-là. Donc nous on montait la garde la nuit, ouais. Ok. Redis-nous en termes de date, parce que ça va peut-être changer ça. Ça c'était il y a 7 ans, donc en 2016. Ouais. Ok. Oui, ça a peut-être changé, hein, ouais. Et alors, c'est même fort possible parce que les groupes de guerrilleros sont beaucoup moins forts aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Mais ouais, voilà, en fait on a fait un trip, je pense que ça a fait 3 jours pour arriver jusqu'au village de son père et énorme claque, c'était complètement fou quoi. C'était des villages indigènes amazoniens comme tu vois dans les films quoi. C'est les petites huttes, une sorte de vie communautaire où tout le monde, les bananes elles appartiennent à tout le monde, le poisson qui pêche pendant la journée il est à tout le monde. J'aimais beaucoup cet endroit et j'y suis resté 3-4 jours et il m'a fait rencontrer son père et ça c'était un moment très très marquant où en fait son père c'était un petit vieux, il croulait sous le poids des années et il m'a fait rentrer chez lui il baragouinait espagnol mais pas beaucoup. Il parlait Jivaro, c'était Jivaro, okay. Ouais, c'était leur dialecte à eux. Et puis il était trop content de me recevoir, il dit c'est la première fois qu'on reçoit un étranger dans notre village. 3 jours de bateau, ouais. Content de vous rencontrer et tout, il était hyper curieux, on a beaucoup discuté. Et à un moment parce que celui qui est devenu mon pote du coup lui demande papa montre-lui les têtes quoi. Et le vieux il fait ouais ok ça marche, puis il va ouvrir un tiroir en bois dans sa cahute et il en sort une sorte de ribambelle comme ça le long d'un fil. Il y avait je me souviens plus du nombre exact mais 4-5 têtes réduites, donc c'est des têtes qui font une dizaine de centimètres qui sont des vraies têtes de gens. Et il m'explique en fait c'est on se fait plus la guerre maintenant les Jivaro parce qu'on n'a pas le droit, c'est illégal la guerre maintenant, mais il fut un temps où les tribus se faisaient
vachement la guerre entre eux. Et en fait, c'était des têtes de chefs de tribus ennemies qu'il avait battus, qu'il avait consciencieusement coupé, qu'il avait vidé avec application et avec alors je me souviens plus de la recette, hein, mais je crois qu'ils mettent quelque chose à l'intérieur pour vraiment dessécher la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le crâne ni rien, il y a juste la peau, et ils font dessécher vraiment la tête et ça donne quelque chose de très rabougri, quoi, une sorte de petite tête toute noire, toute fripée, et avec les cheveux, hein, il y a la petite coupe, les cheveux longs, etc. Et voilà, et ils gardent ça comme trophée. Ok, c'est des crânes sans os alors. Ouais, c'est des crânes sans os, c'est vraiment littéralement des petites têtes réduites, quoi. Et t'as pas eu peur pour ta vie, là, au bout perdu à 3 jours, même t'avais pas de réseau, t'étais pauvre, personne savait où t'étais. Non, personne. Non, j'ai pas du tout peur pour ma vie, parce que j'étais hyper serein, là, ils étaient vraiment adorables, quoi. Okay. Aucun problème, quoi. C'est comment les petits trucs, c'est des petits villages avec 3 maisons et puis tu prends un bateau et puis t'en as un en face que tu vois à peine et puis t'as 3 maisons aussi comme ça, ou c'est des gros villages avec juste un port? C'est une communauté, je pense en taille moyenne, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je pense la taille moyenne d'une communauté indigène ça doit être une 50aine d'habitants. En fait, une sorte de grande place centrale où ils aiment bien jouer au volley, d'ailleurs, ils aiment bien le volley, et où ils traînent le soir ensemble, et t'as des maisons un petit peu autour, des cabanes autour de la zone centrale, quoi. Okay. Et ça, il y en a tout le long quand tu fais l'Amazone, t'en vois tout. Ouais, en fait c'est assez espacé quand même. T'as rarement un village en face de l'autre. Mais à chaque fois, ouais, t'as peut-être une heure ou deux en pirogue pour rejoindre le prochain village, quoi. Et pourquoi vous dormiez pas là-bas? Et pourquoi vous dormiez dans la forêt directement? Parce que ça, c'était sur la route, c'était pour y aller. Ouais. Après, une fois là-bas, ouais, j'avais mis mon hamac dans une cabane, dans la cabane de son père, quoi. Et après, rebelote 3 jours de route pour revenir. Ouais, c'est ça. Alors, au milieu des piranhas. Au milieu des piranhas, ouais. Pendant 3 jours. Et à savoir que les piranhas ne sont pas nécessairement dangereux. Ouais, ils mangent pas les humains. Non, quand ils ont pas faim, non. Ouais. En fait, tu te fais manger par les piranhas quand ils ont faim, et en fait c'est pendant la saison sèche, parce que t'as le niveau des fleuves, enfin l'Amazone ça reste toujours profond, mais le niveau des petites rivières qui abreuvent l'Amazone baisse, et des fois ça fait des sortes de goulots d'étranglement où l'eau ne passe plus, et les piranhas se retrouvent dans des petites réserves d'eau fermées, et une fois qu'ils ont plus à manger, ils deviennent fous, quoi, en fait. Et une goutte de sang et ils dévorent tout ce qu'ils trouvent, quoi. Et ils se mangent entre eux aussi. Ils se bouffent entre eux aussi, ouais. En fait, c'est assez rare, parce que le plus souvent, les piranhas, ils trouvent de quoi manger, quoi. Ça fourmille de vie dans les fleuves, donc, mais c'est vraiment pendant la saison sèche, quand il y a des zones pas très profondes, où là, ils commencent à tourner en rond, et puis, C'était le chapitre Colombie. Qu'est-ce que t'as fait ensuite? Parce que du coup, tu t'es dit c'est pas assez d'aller voir des piranhas et d'aller voir des... j'ai oublié l'ethnie. Comment tu l'écris? Des jivaros. J-I-V-A-R-O. Ok. C'est pas assez d'aller voir des J-I-V-A-R-O. Tu es revenu un petit peu après. Et t'as été où? Laisse-moi me souvenir. C'était clairement pas assez. J'avais très envie de repartir et très envie d'en voir plus. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Enfin, je pense que ça s'estompera jamais, ça. Ouais. Cependant, l'expérience que j'ai fait après est vraiment très différente. C'est que je suis retourné en France, je suis retourné à Sciences Po, et après je suis reparti. Je me suis lancé dans un master Amérique latine, ce qui veut pas dire grand chose en fait. T'apprends pas vraiment des compétences. Disons que t'es spécialisé sur le continent latino-américain, sur toutes les questions économiques, etc. Donc moi j'ai fait ça. Et on pouvait faire pas mal d'échanges. Et je suis parti pendant 6 mois à Cuba. J'étais à La Havane cette fois-ci. Ok, donc tout au nord. Ouais, mais là pour un échange universitaire. J'étais à la fac de droit de La Havane, qui était la fac de Fidel Castro. Alors, ils en étaient très fiers. Et voilà, j'avais étudié là-bas des cours. Encore une fois, je l'avais pas précisé, mais comme en Colombie, c'est des cours que moi j'avais choisis. Voilà, il y avait un petit peu d'anthropologie parce que j'aimais bien ça à l'époque. Il y avait de l'histoire de l'art cubain. Voilà, il y a des cours que je choisissais. C'était très relax, hein, d'un point de vue court. Et la Havane, Cuba, très fermée sur le monde. C'était en quelle année ça? 2018-2019? Je suis très mauvais pour compter les années. Ouais, ça devait être vers 2019, ouais. Ça venait de s'ouvrir. Enfin, c'était pas très ni touristique ni très ouvert au monde. Ça commençait doucement. Après, le pays souffrait toujours du blocus. Fidel Castro était mort depuis pas très très longtemps.
Donc c'était son frère Raoul qui gérait le pays, beaucoup moins charismatique et beaucoup moins aimé de la population. Mais ça commençait doucement à s'ouvrir. Ça restait quand même très enclavé et très particulier. Enfin, moi j'ai jamais vu ça dans un autre pays. Mais ça commençait doucement. En termes d'approvisionnement, en tout, en fait, en nourriture, en papier toilette, ça nous arrivait d'avoir des pénuries pendant des semaines. Sur l'île entière? Ouais. Des fois, il y avait plus de PQ, des fois, il y avait pas de beurre, des fois, il y avait pas de... C'était très compliqué, en fait. Les supermarchés, les petites supérettes, je pense que c'est différent maintenant, mais... Ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que les supérettes, là-bas, je crois que c'est encore un petit peu le cas, hein. T'avais à tout casser une quinzaine de produits en fait, et c'était toujours très difficile de trouver quelque chose en particulier. Et ouais, et puis il y avait pas internet, je pouvais pas avoir internet chez toi. C'est vrai? Ouais. Il y avait pas internet à Cuba? Il y a internet à Cuba, bon beaucoup de sites sont censurés par le gouvernement. Il y a internet à Cuba, mais en fait t'es obligé d'aller sur alors c'est des places souvent dans la ville à l'extérieur, où t'achètes une sorte de carte qui te donne accès, tu rentres le code sur ton téléphone et t'as accès à internet pendant 1 heure. Sur la place de la ville. Ouais, et t'es obligé d'être sur la place parce que le wifi public il est là. Mais du wifi chez toi, c'est une sorte de zone grise, t'as pas vraiment le droit. Disons que ceux qui ont un peu d'argent, qui ont réussi à négocier, bon ils ont wifi chez eux, mais c'est quand même assez rare. Donc Mais ça a changé ça depuis 4-5 ans ou Bah je pense pas. Je pense pas parce que c'est juste de la rationalité. L'État cubain roule pas sur l'or et les gens qui achètent des cartes de connexion internet, bah c'est un revenu non négligeable. Donc ils auraient été bêtes pour leur propre intérêt économique de rendre le wifi disponible pour tous quoi. C'est dingue ça. Bon et alors Cuba après la Colombie, en quoi ça change? C'est pas du tout la même chose, on sent que c'est une culture commune ou même pas du tout? C'est très différent. C'est très différent. Mais il y a des points communs en fait, enfin surtout d'un point de vue musique, d'un point de vue disons qu'ils ont le même humour, etc. Enfin ça reste latino, tu vois. Mais déjà ethniquement parlant, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup de descendants d'esclaves africains. C'est plus en mode c'est plus Antilles, ce qui est très différent de la Colombie, qui est très imprégnée des cultures indigènes, des Andes, de la jungle, etc. Le Cuba bon c'était pas du tout la même population à la base, et puis c'était pas le même contexte en fait, c'est pas passé pareil quand les conquistadors sont arrivés, donc c'est pas du tout pareil comme pays, même s'il y a beaucoup de points communs. Ouais, t'as senti une vraie différence? Il y a une vraie différence. De toute façon, Cuba est un peu unique au monde. Il n'y a pas, j'ai jamais revu ça et ressenti ça autre part qu'à Cuba. C'est que les gens ont une mentalité très particulière. Je dis ça de manière très positive, hein. Mais ils ont une mentalité qui est bien à eux, en fait. Et Cuba, c'est vraiment un ovni. Si on parle à l'échelle Amérique latine. Ok, bah vas-y, raconte-nous Cuba, comment c'est là-bas, la bouffe, l'ambiance. Du coup, la Havane, c'est facile d'aller se balader un petit peu ailleurs dans Cuba. T'as fait combien de temps là-bas? 6 mois? J'ai fait 6 mois, ouais, à la Havane, qui est une ville incroyable. La Havane, c'est juste, tu vois, genre j'en ai des frissons quand on en parle. C'est une ville magnifique, et qui est très particulière encore une fois parce que tout est différent. Les voitures sont pas les mêmes. C'est un pays, c'est un pays qui est encore communiste et qui fonctionne comme ça. Et c'est drôle de le voir vraiment de ses propres yeux comment ça marche un pays vraiment un régime communiste quoi. Ça change beaucoup de choses et même dans la mentalité des gens. Ça change beaucoup de choses. Il y avait un truc qui m'avait marqué moi, c'est que par exemple à Bogota, il y a beaucoup de miséreux. Il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de gens qui des fois je rentrais de boîte au petit matin, il y avait des cadavres dans la rue quoi. Les gens ils avaient pas passé la nuit quoi. Ouais, t'as des gens qui sont en loc mais partout quoi. Et Cuba non. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que les gens sont pauvres parce que ça reste un pays pauvre en fait. Les gens ont pas beaucoup d'argent, mais il y en a pas beaucoup qui en souffrent vraiment. Tu vois, il y a pas de vraie inégalité dans la ville et il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a un gars un peu en loc qui a pas de maison, qui vit dans le quartier. Déjà tout le monde le connaît parce que c'est quand même très communautaire, ils se connaissent tous entre eux.
Les gens l'aident. Ils lui donnent à manger, ils l'accueillent sous leur porche pour qu'il dorme et tout. Enfin, ils lui donnent, il y a de l'entraide. Ils sont pas, il y a moins de scission et c'est peut-être un truc qui est hérité de l'Occident ou pas, ça je sais pas. Mais ça reste très familial, très communautaire et très. Enfin, il y a un truc qui s'en dégage qui est du coup très positif, quoi. C'est qu'on s'y sent bien, les gens sont souriants, les gens sont toujours prêts à aider. Est-ce que ça se ressent ça quand on voyage du coup? Tout le monde t'invite chez toi ou Ouais. chez eux? Ouais, ça, non, les gens ils sont hyper accueillants. Non, moi en plus j'avais eu des problèmes de sous quand j'étais à Santiago de Cuba, qui est tout à l'est du pays. J'avais des problèmes de sous, j'avais plus d'argent et du coup je devais mendier, etc. Et j'ai été accueilli mais comme un roi, quoi. Enfin tu t'es retrouvé à mendier dans la rue? Ouais. C'est vrai? Ouais. Faire la manche. Ouais, faire la manche. Ouais. Et y a des gens ça m'était déjà arrivé avant, en Équateur. Mais les gens, basiquement, me regardaient en mode, pourquoi tu demandes de l'argent, toi, quoi? Enfin, t'en as, tu viens des pays où il y a de l'argent. Là-bas, à Cuba, ils se posaient pas du tout la question, juste ils avaient envie d'aider. C'était pas du tout une galère. Donc il y a quelqu'un qui t'a dit, viens manger? Ouais, tout le temps. C'est vrai. Les gens me payaient des trucs, ils m'invitaient à dormir chez eux, tout, quoi. Trop bien. Puis j'étais prêt à traverser la ville à pied avec moi pour aller chercher des trucs, pour m'aider dans mes démarches, pour récupérer des sous, tu vois. Et t'étais pas mendiant quand t'étais étudiant, c'était quand t'étais en vacances à l'Est où t'avais un problème d'argent? Oui. Okay. Oui. Mais en fait, alors un truc particulier aussi, c'est que quand j'habitais à La Havane, je vivais pas seul. Là-bas, en fait, tu vis dans des casas particulares, ça s'appelle, des maisons particulières. Donc en fait, tu vis chez des gens. Tu les payes, tu leur payes un loyer qui est assez bas, mais en fait t'es comme à la maison. C'est-à-dire que tu manges avec eux le soir, t'es en famille, quoi. C'est assez particulier comme truc. Puis souvent là-bas c'est des familles très agrandies parce qu'ils ont pas beaucoup de sous, donc ils vivent plusieurs générations sous le même toit. Donc c'est tout un joyeux bazar qui est hyper agréable à vivre aussi, quoi. C'est que t'es pas seul et tu peux, de ce fait, par rapport à ta question, pas être en galère, quoi. Tout le monde fait ça? Genre tout le monde habite dans des casas particulières? Ouais, alors t'as quelques apparts, il y a des apparts que tu peux louer, mais il me semble qu'il faut que c'est des cas assez particuliers parce que les casas particulières, c'est un truc qui a été mis en place par l'État, parce qu'il se fait évidemment, l'État se fait toujours un pourcentage sur tout là-bas. Et en même temps, pour faire vivre un petit peu les gens, en tout cas tous les gens que je connaissais vivaient tous dans des casas particulières. Ils avaient tous super riches, tous leur petite famille, quoi. Et tu vivais avec la famille, alors tu mangeais avec la famille, ouais. Tu étais dans la famille. Ouais, j'étais avec des gens adorables. Mais c'est super chouette comme expérience. Ouais, c'était super intéressant. Puis ils m'ont supporté parce que c'est là où j'ai écrit mon premier roman. Et basiquement j'étais souvent enfermé dans ma chambre, je parlais pas beaucoup, j'étais vraiment complètement névrosé et complètement aspiré par l'histoire que je voulais raconter. Et eux ont complètement soutenu, et puis c'était un énorme support, quoi. C'est grâce à eux en partie grâce à eux que je me suis lancé là-dedans, quoi. Okay, non, c'était vraiment une famille, quoi. Bon, tes romans qui ont rien à voir avec ça, puisque non, rien à voir du tout. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pas des romans d'aventure, quoique, peut-être un jour. Oui, peut-être un jour. Ouais, c'est dans les projets. Redis-nous le nom de ton roman, comme ça, si jamais quelqu'un écoute et a envie de s'intéresser. Oui, alors si jamais ça vous intéresse, je fais ma petite promo. J'écris de la science-fiction et j'ai sorti une trilogie qui s'appelle Le Chant des Anciens par Gabriel Jacquet, du coup. Et voilà, c'est ma première trilogie que j'ai sortie, qui est c'est de la science-fiction mélangée à de la fantasy. C'est c'est du space opéra, comme on appelle ça. Qui est disponible aux éditions Luxenox. Et le premier roman a été écrit à Cuba, du coup. Le premier roman a été écrit à Cuba, ouais. En 4 mois, je l'ai écrit pendant ce temps-là, quoi. Ah ouais, pendant les études avec la famille. Ouais. Génial. Ouais. T'es arrivé, tu l'as commencé là-bas. Voilà. Et tu l'as fini en Je l'ai bouclé, ouais. Et puis je suis rentré en France et puis j'avais fait mon premier bébé qui nécessitait beaucoup de corrections, beaucoup de relecture, etc. Mais qui était là, prêt à être lu. Et comme quoi, hein, faut voyager, ça inspire et ça. Ça inspire, ouais. C'est chouette, Cuba. Genre il y a des plages, il y a des randonnées à faire, des trucs naturels. Il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a plein de choses à faire.
c'est un pays qui au final on le connaît pas forcément pour sa proposition touristique outre la Havane. Enfin je veux dire les vieilles voitures américaines, les rues un peu délabrées et tout. Enfin on connaît Cuba comme ça, mais c'est vrai que c'est un pays qui est grand déjà. C'est très grand Cuba, bien que ce soit une île. Et il y a plein de choses à faire. Il y a de la montagne, il y a des très belles plages, il y a faire de la plongée, on peut faire de l'escalade, on peut faire, il y a tout. Ok, il y a tout. Ouais. Ouais, c'est vrai que de loin, ça a l'air très très petit, mais trop chouette. Et alors, il nous manque un pays, je crois. Hein. T'as parlé un petit peu d'Équateur. T'y as été en touriste ou Ouais, en fait, j'y suis passé quand j'habitais en Colombie. Je suis retourné voir mes amis du Pérou. Donc, je suis allé jusqu'au Pérou et je suis passé par l'Équateur. On était avec des copains et puis on s'est amusé un petit peu là-bas, quoi. Équateur aussi, chouette. Trop bien l'Équateur. Ouais. Équateur, ouais, ça c'était un petit moment, mais non, l'Équateur c'est un super pays. C'est un peu plus cher. Le niveau de vie est un peu plus haut. C'est du dollar là-bas. Ok. Et on parle espagnol. Et on parle espagnol, ouais. Mais c'est un peu plus cher. Mais le pays est génial parce que pour un voyage express, en tout cas pour les gens qui veulent voir un peu d'Amérique latine mais qui n'ont pas beaucoup de temps, l'Équateur c'est vraiment bien parce que c'est un relativement petit pays. Ouais. Où il y a tout. C'est-à-dire que tu peux passer de la montagne au désert, à la jungle, à la plage, aux plaines, très très rapidement. Là, tu prends un bus, t'embarques dans un bus, tu fais 6 heures de route et t'arrives dans un biome complètement différent et ouais, non, c'est un pays qui est frais, qui est dynamique, qui a le meilleur réseau de bus que j'ai vu, en tout cas, moi de mon expérience. Okay. Non, c'est un super pays. Moi, cette région, la Colombie, Équateur, ça me fait peur parce qu'on entend que des trucs un peu chauds parfois, des gangs et des trucs comme ça. Mais toi, tu dis non, pas du tout. On peut y aller, on peut kiffer sur place. Voilà. Enfin, je veux dire, et pour moi, ça, c'est pour tout type de voyage. Il faut juste faire attention. Et c'est juste normal. En fait, c'est des règles, mais qui sont toutes basiques. Mais par exemple, bon bah voilà, tu sais que tu es dans un pays un peu plus pauvre, et je pense que ça se vaut dans beaucoup d'autres pays, d'autres régions. Tu sors pas, ou en tout cas moins ton téléphone comme ça à la vue de tous dans la rue. Tu te balades pas avec des AirPods. Tu fais un peu attention. Et pour moi, le voyage, c'est ça aussi, c'est de sortir des sentiers battus. J'allais dire de prendre des risques. Non, c'est pas le but du voyage de prendre des risques, mais c'est aussi de sortir de sa zone de confort et aussi enfin je veux dire c'est des pays, tous ces pays-là, il y a des millions de gens qui y vivent. Ouais. Ils y ont toujours vécu. C'est pas un pays mortel, tu vois. Les gens y vivent bien. Ça se passe. Donc ouais, il y a de l'insécurité, ouais, il y a des problèmes, mais après tout ce qui concerne par exemple les cartels, etc., ça reste entre Colombiens. En fait, je dis Colombie, mais bon, il y en a dans d'autres pays, mais ça reste des problèmes qui nous atteignent pas trop nous en tant que touristes étrangers. Ce qui peut être le vrai problème, c'est la délinquance dans les villes, qui n'est pas non plus terrifiante. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez rare. Donc ouais, il se passe des trucs des fois, mais ça reste quand même très très rare et pour moi faut déconstruire un petit peu ce discours de diabolisation de l'Amérique latine parce que l'Amérique latine a eu des périodes un peu sombres mais a complètement changé et aujourd'hui c'est un continent exceptionnel quoi et puis et qui mérite d'être visité et qui n'est pas si dangereux que ça. Donc toi tu dirais pour un touriste papa maman tout va bien. Papa maman tout va bien. Tout va bien. Ça comporte des risques mais d'autres natures. Le risque de vouloir y rester, le risque de tomber amoureux, le risque de toucher à des substances qu'il faut pas toucher. Mais tout va bien tant qu'on fait attention. Et puis, enfin, ouais, papa, maman, tout va bien, vraiment. Ok, super. Je fais des questions un peu personnelles. Ça se fait le stop un peu dans cette région-là ? Ouais. Ouais. Oui. On risque pas de se faire avoir sa tête en momie. Oh, non, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et je veux dire, même en France, il y a des meurtres de gens qui se sont fait prendre en stop. Le risque zéro n'existe pas. Mais ça se fait. Mais ça se fait complètement. Moi, j'ai plein de potes qui se baladaient en stop en Colombie. Moi, je le faisais souvent. Et je sais que, alors, la question se pose aussi pour les filles parce que une fille qui voyage seule, j'ai pas mal d'amis filles qui me demandent justement est-ce que je peux voyager seule en Amérique latine. Est-ce que c'est pas trop craignos si je suis grande, blonde, avec les yeux bleus, est-ce que je vais pas un peu me faire remarquer? Non, je ne parle pas de toi, Béranger. Non, c'est un peu plus risqué.
parce que c'est des pays qui ont encore des problèmes avec le machisme, la violence envers les femmes, etc. C'est des pays qui ont des problèmes, hein, je vais pas nier ça. Mais si on respecte des règles de prudence, si on respecte son instinct aussi, parce que c'est hyper important l'instinct et en sentir les choses, en fait, être hyper ouvert sur l'extérieur et ouvrir sa perception sur on va me traiter de hippie, mais sur les ondes que dégagent les gens, en fait. Non, mais c'est un vrai truc. Et puis pour moi, c'est hyper important d'ouvrir un petit peu ces canaux comme ça et d'être un peu toujours sur le qui-vive, dans le sens où s'il y a quelqu'un de mal intentionné, généralement tu le sens. Généralement tu le vois venir à 1000 mètres, puis c'est rarement une surprise, quoi. Ouais. Et pour rejoindre ce truc des filles, moi j'avais rencontré une fille, j'avais bossé pendant 1 mois et demi dans une ferme de café et de bananes en Colombie, dans la campagne. Et il y avait une autre fille qui était venue pour quelques semaines pour ramasser des bananes aussi, puis faire vivre la vie à la ferme, quoi. Elle était venue depuis Mexico en stop. En stop? Ouais. Via Panama, via la Colombie? Ok. Pour fermer la boucle. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Une femme seule qui faisait du stop. En fait, elle a tout fait en stop. Elle a jamais eu aucun souci. Elle est tombée sur 2-3 gars un peu bizarres. Mais bon, disons que c'est pas un truc elle était assez courageuse, hein, je trouve, mais ça se fait. Enfin, c'est La situation a dû changer parce que Ludovic Hubler, qui a fait le tour du monde en stop, je crois, en 2010 à 2015, oui. Lui, il disait que c'était absolument impossible de traverser ça en stop, et du coup, il avait été obligé de prendre l'avion et de négocier des billets d'avion. Ouais. C'est rigolo, ouais, je l'ai lu ce bouquin, il est... Ah ouais? Mais ouais, effectivement, c'était vraiment... Je te dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être que le Panama, elle l'avait fait en bateau, elle était passée par la mer, parce que je sais que c'est un truc qu'on faisait beaucoup, avion c'est toujours un petit peu cher, mais c'est possible de passer par la mer. Il est possible qu'elle l'ait fait. J'en ai pas souvenir, mais je s'enseignerai avant de le faire. Mais en tout cas, elle a fait une grosse partie en stop. Une énorme partie. Donc ça se fait dans toute l'Amérique centrale et tout, elle a fait en stop, quoi. Ouais. Et elle a continué en sud, j'imagine. C'était le but. Elle a continué jusqu'au sud, voilà, je sais pas ce qu'elle devient, mais je lui fais des bisous. Et ben voilà une histoire incroyable. Est-ce que pour conclure, tu peux nous donner une histoire incroyable, soit incroyable, complètement folle qui t'est arrivée, soit incroyable, complètement géniale et c'est l'histoire qui a changé ta vie et tu vois le monde différemment. Ouais, il y a une histoire qui est rigolote. Rigolote ou pas, en fait, c'est selon les points de vue. Mais ça s'est encore passé en Amazonie. L'Amazonie fait partie de ces endroits où il se passe tout le temps des trucs étranges. Puis c'était dans ce même village, en fait, où c'était non, c'était un village à côté. C'était en repartant. On était resté quelques jours dans ce village-là parce qu'il avait des amis là-bas. Puis lui, il faisait sa vie, en fait, il était plus trop là, je pense qu'il allait pêcher un petit peu, il réglait ses affaires. Moi, je errais dans le village, je me baladais. Donc le pote que t'avais rencontré, qui t'avait amené. Ouais. Et en fait, moi, je passais mes journées juste à me balader. Et puis j'aimais bien aller pêcher, parce que je m'étais fabriqué une canne à pêche en bambou comme ça, et puis j'aimais bien aller pêcher. Des piranhas. Il y avait une petite lagune, ouais, c'était des piranhas qu'on pêchait, c'était très facile à pêcher les piranhas. Et puis j'y allais, un jour j'y suis allé, et puis il y avait une jeune fille très jeune, qui était clairement pas majeure, je pense qu'elle devait avoir genre 12 ans. Ah oui. Non, peut-être un peu plus. Non, peut-être un peu plus, elle devait avoir 13-14 ans. C'était une gamine très sympa et qui me dit est-ce que je peux venir pêcher avec toi, et puis on pêche. Comment on dit ça en espagnol? Hein? Comment on dit en espagnol? Puedo pescar contigo. Ok. Et toi tu l'as dit, si? Si, claro. Et on s'est mis à pêcher, et puis en vrai on discutait, c'était super cool. On a été vus par plusieurs témoins du village, enfin il y a des gens qui nous ont vus pêcher, qui se sont dit tiens, les deux ils s'entendent super bien, le mot a tourné, et quelle ne fut pas ma surprise, j'ai pas beaucoup raconté cette histoire, quelle ne fut pas ma surprise quand le soir, le chef du village, qui m'accueillait chez lui, me dit je vois que vous avez fait connaissance avec ma fille, elle est belle, hein. Basiquement c'était ça, hein. Je fais oui, c'est une enfant, quoi, mais ouais. Il me dit est-ce que ça te dit de te marier avec elle? Comme ça. Ouais. Et moi je mets un petit temps avant de répondre parce que c'est un peu surprenant comme question. Ouais. Et puis oui, je réponds non. Non, elle est très gentille ta fille, mais voilà, déjà elle est très jeune, et puis en plus moi j'ai ma vie autre part, quoi. Il ne m'a pas du tout écouté.
Donc quelle ne fut pas encore plus ma surprise quand le lendemain soir, j'entends une rumeur courir dans le village qu'il va y avoir une cérémonie dans la grande case. Là-bas, c'est des cases du village. En fait, ils appellent ça la maloca et c'est une sorte de grande case communale. Et ils disent bah voilà, il va y avoir une cérémonie, nanana, il faut que tu y sois, Gabriel, à tout prix. Je fais ouais, ok, pas de problème. J'arrive et en fait, bah c'était mon mariage. Ok. Ouais. Il t'avait pas dit c'est ta cérémonie de mariage? Non, il m'avait pas dit. Donc je me retrouve à mon mariage. Avec ton t-shirt que tu vois ou quelque chose comme ça? Ouais, voilà, en fait moi je portais une sorte de truc en fibre végétale, là comme ça, j'étais pas du tout classe. Et j'arrive, elle me fait un grand sourire, elle est là, elle est toute apprêtée, et voilà, il nous marie. Et en fait, je me suis retrouvé embarqué dans ce truc-là où je voulais contrarier personne. Je sais bah ouais, faites votre truc si vous voulez. Alors c'est évidemment pas un mariage comme à l'église où on n'a pas été obligé de s'embrasser, où il n'y a pas eu de trucs comme ça. On n'a pas eu à consommer nos noces, hein, Dieu merci. Mais voilà, ils nous ont mariés, ils ont fait une sorte de truc traditionnel. Il y a eu des danses, il y a eu des discours et tout, nanana. Ils nous avaient étalé une sorte d'onguent sur le front et tout, blablabla. On devait se tenir les mains et en fait, moi, je suis rentré dans leur jeu parce que je trouvais ça complètement absurde et ça me faisait rire en fait. Enfin, c'était ok, on fait votre truc si vous voulez quoi, tu vois. Sauf que j'avais pas capté que c'était important pour eux, tu vois. Et bon, pour moi, je me suis prêté au jeu. Je fais ok, c'est cool, on fait votre cérémonie, nanana. Et puis le lendemain, je suis parti quoi. Et le gars qui t'a ramené au village, il a accepté que tu t'en ailles alors que tu venais d'être marié? Il a accepté que je m'en aille. En fait, il était très gêné que je sois dans ce truc-là parce que il se dit je suis désolé qu'il t'ait fait ça, mais parce que enfin genre vraiment ils t'ont pris par surprise quoi. Je fais ouais effectivement. Et voilà, j'ai jamais revu ma femme. Mais tu vas la rejoindre très bientôt. Mais peut-être. je sais plus comment s'appelle ce village. Mais voilà. S'appelle ta femme? Elle s'appelait, alors c'est très marrant parce que c'est pas du tout indigène, elle s'appelait Jessica. Ils ont beaucoup de noms comme ça là-bas. T'as rien de ce mariage, genre t'as pas un papier ou une relique ou rien du tout? Aucune trace de mariage? Rien du tout, je dois avoir une petite breloque en graines d'arbre local qui traîne chez moi, mais il faudrait que je la retrouve quoi. Okay. Mais voilà, ça c'était pour l'anecdote assez rigolote que j'ai très peu raconté d'ailleurs. Donc voilà, c'est une petite première pour les gens qui me connaissent et bah merci beaucoup pour cette histoire. Gracias. Et du coup, bon, tu l'as déjà dit, mais en Amérique du Sud, là où tu as été, en tout cas, papa, maman, tout va bien. Mm-hmm. Papa, maman, tout va très très bien. Gracias, Gabriel. Gracias a ti, Béranger.